Un secret du pôle Sud par Hamilton Drummond. Tout Stapleton le connaissait sous le nom de Capitaine Towson, et si je nourrissais mes propres soupçons qu'un simple maître d'équipage muni d'un brevet de 3e officier aurait été plus proche de la vérité, je gardais cette opinion pour moi. Cette fiction, si c'en était une, était inoffensive, ne venait pas de lui et ne me regardait guère. Les seuls titres qu'il ait jamais fait valoir étaient ceux de marin et d'homme d'expérience. Du premier, je ne suis pas juge. Une barque de 3 mètres est la plus grande embarcation que j'ai jamais maniée. Mais la franche déférence que lui témoignaient pêcheurs et les gens de mer du rivage plaidaient en faveur de sa compétence. Et j'étais sûr qu'il était un homme de la grande navigation, non seulement à cause de sa familiarité avec maints ports étrangers que je connaissais moi-même, mais aussi à cause de cette profondeur dans le regard, de cette certaine immobilité grave du visage, qui naissent de l'habitude de traiter avec la nature et l'immensité. Le sérieux du large s'imprime sur ceux qui font affaire continuellement sur les grandes eaux. Quant à son expérience, je n'ai que sa parole pour témoin. Mais même si l'on fait une large part à l'amplification et à l'imagination, qui sont les dons de la mer, je tiens ces preuves pour suffisantes. Les amis à qui j'ai répété ces histoires n'ont pas hésité à le traiter de menteur, et il est certain que ces récits dépassaient parfois largement la limite du croyable. Mais pour ma part, j'ai toujours eu peine à le mettre en doute. Il était si circonstancié, si fluide, si égal, si entièrement crédule à l'égard de lui-même. Il n'y avait chez lui ni forfanterie, ni ce léger flottement du ton par lequel affleure la demande de croyance. Seulement une tranquille assurance qui désarmait l'incrédulité. Le menteur de profession a une façon d'en appeler au Dieu qui suffit à le rendre suspect. Chez Towson, rien de tel. La chose était ainsi parce qu'elle était ainsi. Comme si Galilée avait dit que le soleil bouge parce qu'il bouge, et qu'aucun pape urbain au monde ne pourrait en faire un mensonge. Pourtant, parfois, je me surprenais presque à douter, en me disant qu'il avait manqué son époque et survivait en relique directe des 1001 nuits. Il avait, par exemple, cette histoire d'un raz-de-marée dont le creux précédent s'était creusé si profond qu'il avait mis à nu. Mais ce n'est pas notre histoire d'aujourd'hui. Et nous pouvons la laisser de côté. Seulement, même pour celle-là, telle que l'a racontée le capitaine Towson, je vous jure que je voyais la vase gluante des fondations de l'océan remonter le long de la surface cristalline de la montagne d'eau en sifflant, jusqu'à ce que sa noirceur visqueuse et immonde en ait souillé le sommet. Un mensonge? Peut-être bien, mais vous n'avez pas entendu le capitaine Towson raconter cette histoire. Moi, si. Il y a plus de vérité dans la façon dont une chose est dite que la plupart des hommes ne le supposent. C'est là une remarque subtile, qui mérite réflexion. Nous étions devenus de très bons amis, lui et moi, surtout pendant ces 10 jours de mauvais temps. Stapleton n'est pas un endroit joyeux, dans un crachin gris, et l'on se lasse vite de l'odeur de tabac à chiquer et de bière éventée qui se suspend dans l'air de la salle du cabaret local. Ces 10 jours, nous les passâmes, donc pour la plupart, assis près de la fenêtre ouverte de mon logis, nos talons crottés posés sur le banc de bois le long du mur, et nous-mêmes enfoncés autant que le permettait le rembourrage dur de crin luisant de 2 fauteuils. Mais un après-midi, le 10e, une éclaircie nous tenta à sortir sur la route boueuse, et quand l'averse reprit, le cottage du capitaine Towson était le refuge le plus proche. C'est donc là que nous nous repliâmes. Ce n'était pas la première fois que j'étais son invité, et les trésors accumulés de sa vie de marin m'étaient plus ou moins familiers. Il y avait les inévitables oiseaux aux plumes éclatantes sous globes de verre, les coquillages monstrueux, les rameaux dentelés de corail, ces tristes curiosités convenues qui servent à entretenir le souvenir chez le marin retraité. Au-dessus de la porte se tenait un modèle de navire, ses espars dénudés, ses fils de gréement rompus et enchevêtrés. Sur la cheminée grinçait une mâchoire de requin surmontée d'un rostre d'espadon, et juchée sur la Bible, soigneusement époustée, se dandinait la figurine d'un mandarin à tête branlante. Il y avait aussi, bien sûr, les objets qui vont de soi chez un homme de ce genre, et que je n'avais jamais daigné regarder une seconde fois. Mais tandis que le capitaine Towson s'absentait pour aller quérir les ingrédients d'un grog amical, j'errais sans but dans la pièce.
inventoriant ses curiosités surannées. Une seule chose me frappa comme une bizarrerie, et encore plus par son incongruité que par sa nature. C'est à elle que je restais planté à regarder quand le capitaine revint, sa liquoreuse hospitalité prudemment équilibrée au creux d'une assiette à soupe. Non pas ce qu'il aurait appelé une assiette à laver, précisa-t-il, mais je suppose que les plateaux étaient denrées rares. Ah, fit-il en posant l'assiette, vous êtes un finaud, vous. C'est la perle de tout ce bric-à-brac. J'ai toujours dit que je donnerais toute la mesure à l'homme qui me dirait ce que c'est, et votre chance est venue. Car ce que je dis, je m'y tiens. C'est un peu sombre, capitaine. Ayez toute la lumière que vous voulez sur le sujet. Je vais remonter le store. Qu'en dites-vous maintenant? Pour être franc, je n'en disais pas grand-chose. C'était un fragment irrégulier, plutôt plat, de 5 cm de côté à peu près, un peu incurvé en dedans, en haut et en bas. Un gros fil le maintenait plaqué contre un morceau de carton, et le tout était encadré et vitré comme un tableau. Sa couleur tirait sur le bleu-gris et sa surface était lisse et mate. Je n'y voyais ni inscription, ni aucune marque. « Eh bien, fit-il en me secouant le coude, avec une sorte d'impatience triomphante et bon enfant. « Eh bien, alors ?» Faisant pivoter le cadre de manière qu'il prit au mieux la faible lumière, car la pluie tombait maintenant à verse, je me penchai, puis me redressai dans la grande manière d'un critique en mal d'opinion qui redoute de montrer son ignorance. « C'est... disons que ça a l'air de métal. » Ha ha! La masure est sauvée pour cette fois. Devinez encore, mon gars. Mais je secouai la tête. À quoi bon deviner? Il n'y avait pas de doute que le mystère de Towson allait plus loin que la simple nature de la matière du fragment qu'il exposait si soigneusement. Vous avez raison, monsieur. Et par tous les diables, ceux qui descendent sur la mer en navire voient de fichues choses. À ma connaissance, il n'y a pas un musée au pays tout entier qui ait l'équivalent de ce bout de cochonnerie de requin-là, dans le cadre. Métal, dites-vous, eh bien peut-être. Et peut-être que c'est du verre, peut-être que c'est de la poterie, et peut-être que c'est un peu d'étroit, et que nous autres de ce côté-ci du monde n'en savons rien du tout. Je vous donne ma parole, je ne sais pas, et je n'ai jamais rencontré un homme capable de me le dire. C'est un morceau du pôle sud, ça. Quand je mourrai, j'en ferai don au British Museum. Je suppose qu'ils le réduiront en poussière pour voir de quoi c'est fait. Ils n'en seront pas plus avancés, il n'y aura pas d'autre d'où celui-là vient. Du moins, j'espère que non. Si ce que je pense en est sorti. On a déjà assez de misère sur la terre sans ça. Mais qu'il pilonne quand le jour viendra. Ce jour-là, je m'en moquerai bien. Préparez donc votre grog. Je vais vous raconter comment je l'ai eu. Dans l'assiette à soupe se trouvaient 2 grands verres enfilés l'un dans l'autre, un petit broc d'eau et une bouteille de rhum aux 3/4 pleine. Séparant les verres, il m'entendit en serra le sien de ses doigts épais et trapus, de façon dont la ligne intérieure entoura la courbe du fond, et remplit le verre jusqu'à ce que le spiritueux affleurât la ligne supérieure de son index. Puis il me passa la bouteille et ajouta à son rhum une quantité d'eau à peu près égale. La mesure stricte, c'est ma devise, monsieur Wood. La mesure stricte. Comme ça, l'homme ne boit jamais ni trop peu. La première chose est brutale et la seconde bestiale. À la vôtre. Maintenant, asseyez-vous, monsieur. Ce sera le mieux. Oui, je vais vous resservir. D'une certaine façon, vous voyez, il y a 2 histoires là-dedans, et je ne suis pas bien sûr par où commencer. Commencer par le commencement? Facile à dire. Mais ça paraît raisonnable. Je ne suis pas un écuyer de cirque. Vouloir chevaucher 2 histoires à la fois, c'est comme vouloir enfourcher 2 chevaux de berbac. Tôt ou tard, ils se sépareront, et où en serez-vous? Non, je vais laisser tomber la barque Julia K. Anderson. 5 semaines hors de Frisco et en route pour doubler le cap, comme elle m'avait laissé tomber, moi, et sans même un au revoir. Je commencerai là où elle nous a laissés, nous 3, Tobias Clark, Joe Brady et moi, à la dérive dans le Pacifique. J'étais un simple matelot de gaillard d'avant à l'époque, monsieur Wood, et je n'en ai pas honte. Pourquoi le serais-je? C'est une noble vocation, la mer, et je crois bien que l'Angleterre tire son empire droit du sel de l'eau. Le gaillard d'avant n'est pas le gaillard d'arrière, je sais bien. Certains ricanent sur l'ignorance des matelots,
Mais la plupart du temps, le gaillard d'avant sait tout ce que le gaillard d'arrière veut savoir. Quand je vous dis qu'on devait être vers 110 degrés ouest et 5 degrés sud, vous voyez qu'on était à mi-chemin entre les Marquises et les Galapagos. Dieu soit loué, l'océan portait bien son nom, et avec la ligne si proche, nous n'avions pas le froid à craindre. Comment étions-nous arrivés là, dans une chaloupe ouverte maintenant? Ça, c'est l'autre histoire, et je peux la raconter n'importe quel jour de la semaine. Mais ce dont je parle à présent, c'est ce tesson de poterie, là, dans le cadre. Et plus tôt j'y arrive, plus tôt j'aurai fini. Puisque nous étions là, nous n'avions que deux options, faire route à l'est vers le continent ou à l'ouest vers les îles. Le courant trancha pour nous. On ne met pas plus le cap vers le froid, surtout sous les tropiques, qu'on ne peut y être contraint. Et quand le bon Dieu met la mer en dérive, seul un imbécile refuse de dire Amen et de se montrer reconnaissant. Cela voulait dire, voyez-vous, que nous allions vers les îles. Nous avions fait route à l'ouest pendant 1 jour et 1 nuit, et au brusque lever du matin, Brady me réveilla. « Gloire à vous! Le voyage est fini avant d'avoir commencé, et que la bonne chance l'accompagne. Regardez-moi ça !» Là-dessus, je me redressai, clignant des yeux, la bouche ouverte. J'avais dormi comme une bûche, et mes yeux étaient encore collés de sommeil, jusqu'à ce qu'il me fasse pivoter et me montre l'arrière. Hurrah! Ah, si ce n'était pas là une terre en devenir, appelez-moi un taureau. Au même moment, j'avais un genou sur la dernière bancelle et je regardais vers l'est, les mains en guise de longue vue. Le soleil était au-dessus de l'horizon, un peu au nord, si bien que la tache noire se voyait très bien, à guère plus de 8 kilomètres, peut-être 6. Le miroitement de la mer au soleil rendait l'estimation difficile. Foutaise. Je vous jure, Monsieur Wood, que vous auriez dû voir sa mâchoire tomber, bien qu'il n'ait pas compris tout de suite. Qu'est-ce que vous voulez dire? Qui c'est que vous traitez de foutaise? De quoi je parle? D'un taureau, un coffre à taureau si ça te chante, et c'est encore trop aimable pour toi. Tu ne sais donc pas reconnaître une épave quand tu en vois une? À ce moment-là, Clark avait rampé hors de l'avant et se tenait à 4 pattes entre nous, penché par-dessus le tableau arrière. L'Irlandais a raison et l'Irlandais a tort, ce qui est bien leur manière à ces Irlandais-là, ce qui les rend si difficiles à saisir. C'est une fichue carcasse, sûr et certain, mais je parierais moi qu'elle est encore saine car elle flotte haut, et une coque étanche vaut mieux qu'une coquille de noix instable, n'importe quel jour de la semaine. Mais cela ne satisfaisait pas Brady. Non qu'il rouspétât, non. Brady n'était pas un imbécile, jusqu'à sa 4e rasade de rhum en tout cas. Mais tandis qu'il s'installait à la barre, je vis son visage se vider et il murmurait « Taureau, taureau » doucement, lentement, comme un homme qui tente de saisir quelque chose qui lui échappe. Il est rare qu'un homme se trahisse aussi complètement que Brady le fit ce jour-là. Eh bien, monsieur, comme je vous disais, c'était moi qui tenais la barre. Et plus la coque grossissait sur le ciel, moins elle me plaisait. Ce n'était pas qu'elle fût sans mât, nue comme une barge de canal jusqu'au plat-bord. C'était normal pour une épave. Et je l'avais remarqué dès le premier regard, même si Brady, dans sa précipitation, n'avait pas vu qu'il manquait. Non, ce n'était pas parce que ces ponts étaient balayés si proprement qu'on eût dit qu'on les avait raclés au canif. C'était son air de... chose pas nette. Et jamais je n'avais vu pareille embarcation de mes jours. Elle dérivait bord au vent, et plus elle se dressait sur la ligne d'horizon, plus elle évoquait 2 maisons étroites, à 2 étages, noyées dans les flots qu'un navire en bonne et due forme. Haute et ronde de l'étrave, haute et ronde de la poupe, basse au milieu, sans le moindre espace de manœuvre entre les deux. Ses sabords étaient d'immenses fenêtres carrées, et hormis les moignons ébréchés des 2 mâts, elle était nue comme un œuf. Il n'y avait pas un bout de hauban qui dépasse, pas même un bout de câble tordu sortant de la muraille. Lorsqu'elle ne fut plus qu'à un bon quart de mille, je lançai un ordre et nous nous laissâmes dériver le temps de l'examiner. Bon sang, qu'est-ce qu'elle était lisse, sa coque! Le vieux de la barque de Frisco était un fanatique des pierres à poncer, mais la Juliaca n'avait jamais eu le pont aussi poli que les façades et les pignons de ces 2 maisons flottantes. Non, monsieur. Cette douceur dépassait les mots et me laissait complètement silencieux. Mais Clark, le Yankee, comprit en un clin d'œil. Je pense qu'il avait fait un peu de chasse à la baleine. De la glace, et des claques de glace en plus.
Tant mieux si elle en a à bord. Je ne dirais pas non à une goutte de grog par ce temps. Ni Clark, ni moi ne riment. L'aspect lisse et mou de la chose nous travaillait. Nom d'un chien, je n'ai jamais vu une pareille carcasse. Ah non? Eh bien moi si, enfin, la moitié d'une du moins. Elle était échouée bien sec sur la côte de Kerry, et on raconte qu'elle était là avant le temps de Cromwell. Maudite soit ma mémoire. Ah, j'y suis, capitaine Tauzan. J'y suis. C'était un galion espagnol. Peut-être bien, monsieur, peut-être bien. Ce que nous avons vu ensuite pouvait être l'espagnol, mais ce n'est pas l'Espagne qui a fait ce bout de saloperie-là, dans le cadre. Appelez-la espagnole, monsieur Wood, ça ne change rien. Ce que moi j'ai remis bout à bout, c'est ceci. Elle a sombré, disons, vers 40 degrés ouest, autant au nord, et la branche sud-est du Gulf Stream l'a emportée au-delà des Açores, à l'ouest du Cap-Vert, et ainsi jusqu'au canal de Guinée. De là, elle est descendue dans le courant équatorial, à dériver vers l'ouest, jusqu'au point où le flux se sépare sur Sandro. Ensuite, elle est repartie vers le sud jusqu'à prendre le courant antarctique, et s'est traînée vers l'est sur le 40e parallèle. Quelque part, près de Saint-Paul, un vent l'a poussée, et la voilà qui s'est enfoncée dans la glace où Clark a estimé qu'elle avait dû rester 200 ans ou plus. Qu'elle y ait passé long ou court, c'est là mon idée que ce fichu morceau de faïence de Chine est monté à son bord. Encore que tout cela, comme la route que je viens de tracer pour elle, ne soit guère plus que conjecture. On sait diablement peu de choses sur ce qui se passe dans la banquise, là-bas très au sud. Mais une chose est sûre, elle y a été prise. La pulpeuse onctuosité de ces bois en fait foi. Un moment, nous restâmes à la regarder. Et puis Clark a déclaré « Un cadavre, les gars. Voilà ce que c'est. Un cadavre. Un cadavre qui n'a pas besoin d'enterrement. Pas avant qu'on en ait fini avec lui. Allez, patron, servez donc un coup de rhum à chacun et montons à bord. J'ai eu ma dose de planche à demi noyée. » Mais Clark avait encore un mot à dire. Elle a 100 ans. 200 peut-être. Elle doit être pourrie. Pourrie toi-même. Tu vois bien comment elle flotte. Moi, je vais la monter à bord, quoi qu'il en soit. 1600 milles dans un canot ouvert quand je peux avoir un fond-saint sous mes pieds et un pont au-dessus de ma tête. Pas question. Allez, pousse fort sur les avirons, matelot. Et je ne dis plus rien, jusqu'à ce que nous soyons à bord avec la carcasse. Pourtant, malgré les grandes paroles de Brady, plus j'en voyais et moins ça me plaisait. Si elle était aussi vieille que Clark le disait, alors c'était à coup sûr le navire du diable. Autrement, elle aurait coulé depuis longtemps. Et si Clark se trompait, c'était pire encore. J'en restais suspendu, prisonnier de mes deux hypothèses. C'est et ce n'est pas. Tandis que Brady, lui, n'avait pas le moindre doute. Saint du paradis, protégez-nous. Mais sur un autre ton, comme s'il avait soudain bien plus besoin d'une protection dont il n'était plus si sûr. La mer était calme comme un lac, mais où il y a tant d'eau, il y a toujours un peu de houle. Ce n'était pas grand-chose, juste assez pour faire monter et descendre le sabord de quelques centimètres. Alors, dit Clark, et Brady ne répondit qu'après que l'épave eut coulissé 2 ou 3 fois ainsi. Les panneaux du pont sont bâchés. Et je crois que Davy Jones est à bord, car je vois une espèce de tas de vêtements sur le plancher. Le mieux serait de grimper et d'ôter la bâche du panneau de dunette. Si l'un de nous grimpe, nous grimpons tous, répondis-je. On reste ensemble, ici ou là-bas. D'accord, fit Brady. Et il se hissa. Le sabot lui fournit un appui pour le pied, et de là il put attraper le bord du pont. Mais ce n'était pas une mince affaire. Une fois sur le pont, il amarra la garcette qu'il avait passée autour du tronçon du mât, si bien que Clark et moi eûmes un accès plus facile. La mer mène un homme en bien des endroits étranges, monsieur Wood, mais jamais en un endroit plus étrange que cette vieille carcasse. Là où nous nous trouvions, ce serait que sur le toit d'une tour plutôt que sur le pont d'un navire, et sans être plus poltron qu'un autre, je n'ai pas eu grand goût pour un coup de vent sur un télesquife. Mais ce qui était plus étrange que la construction, c'était la couleur. Tout était d'un blanc grisâtre, lisse comme un œuf, spongieux comme du liège détrempé,
si spongieux que nos semelles y laissaient l'empreinte de gros clous, toute la plante bien nette. Et là où la botte de Clark était fendue au talon, on retrouvait la fente à chaque pas. De la glace, répéta Clark. De la glace, du gel, du dégel et de la sécheresse. Et de l'eau et du gel encore. Voilà ce que ça veut dire. La seule partie du pont où nous tenions, qui ne fut pas aussi plane que la paume de la main, c'était la claire-voie. Elle courait au milieu de la dunette, longue et basse. Je suppose qu'autrefois, quand la vieille carcasse n'était pas un cadavre, elle servait de banc. Brady avait raison en disant qu'elle était bâchée. Mais ce n'était pas une bâche de toile goudronnée. Peut-être n'avait-il pas de telle toile à l'époque. S'il n'en avait pas, il possédait en tout cas quelque chose d'équivalent. 4 ou 5 ou peut-être 8 ou 10 épaisseurs de toile et de couverture. C'était si bien amalgamé qu'on ne pouvait plus dire où finissait l'une et où commençait l'autre. La pluie, les embruns, le vent, le soleil les avaient battus jusqu'à en faire un seul bloc. Des lambeaux de cordage pendaient aux anneaux des côtés, témoignant de la façon dont elles avaient été attachées. Mais les cordes s'étaient rongées depuis belle lurette. Et ce qui les maintenait encore en place était un croisillon de chaînes jadis massives, sans doute, mais rouillées jusqu'à ne plus être que de fins anneaux de la taille d'Alliance. Le tout présentait un gris sale, passé, la couleur approximative d'un nid de guêpe. Et c'était la chose la plus cadavérique de tout ce navire. De la glace, répéta Clark en hochant la tête vers la claire-voie. Tout ça, c'était pour tenir le froid dehors. Et par ma foi, je crois qu'ils en avaient besoin de chaque lambeau. Eh bien, ils en ont plus besoin. Par la mouche du bon Dieu, il fait assez chaud ici. Enlevons-la, les gars. Les chaînes n'étaient guère plus que des traces de rouille. Elles cédèrent au premier coup. Mais je peux vous dire, monsieur Wood, que ce coup-là me donna la chair de poule. C'était sinistre de penser qu'on ne les avait pas touchés depuis peut-être plus de 300 ans, et que les gaillards qui les avaient tendus gisaient là-dessous, n'ayant plus guère sur les os que leur peau. Quant au moment où nous avons commencé à arracher la toile pourrie, c'était plus sinistre encore. Je vous jure que c'était comme déshabiller des morts. Et encore aujourd'hui, certaines nuits d'insomnie, il me semble entendre le froissement doux de cette étoffe qui se déchire, et quand je l'entends, la peau de mon dos se hérisse, et un froid me coule le long de l'échine. Il y avait un châssis sous la toile, et du verre sous le châssis, le tout couvert d'une poussière laineuse comme celle qui s'amasse au fond des poches. Le verre et la grille étaient pris dans un cadre, mais le bois avait travaillé à la chaleur. Il résistait un peu, mais pas plus que de raison, et plutôt comme si quelque chose aspirait le verre vers le bas. Les bords étaient pourtant libres, et hormis cette succion, ils se soulevaient aussi facilement qu'un couteau de table. Une barre de fer encore assez solide courait le long de la claire-voie de bout en bout, retenant le dos du cadre en place. Nous posâmes le châssis vitré sur le pont et regardâmes à l'intérieur. « Tout ça, dit le capitaine Towson en s'interrompant, tout ça ce n'est rien, ou du moins rien de plus que ce qu'un homme peut tomber dessus en 5 ans de croisière sur les eaux de Dieu. Mais ce qui vint après ça était étrange, diablement étrange. » Avec le sabord et les claire-voies ouverts et le soleil qui cognait au-dessus, la cabine se voyait aussi clairement que la paume de la main. Par tous les seins, elle était propre. Bien sûr, il y avait un peu de fatras, des bricoles traînant çà et là, car je suppose que les matelots n'étaient pas plus méticuleux 300 ans plus tôt qu'ils ne le sont aujourd'hui, et que leurs manières d'alors étaient aussi débonnaires qu'elles le sont à présent. Mais il n'y avait pas de poussière, pour ainsi dire. Je vous assure, monsieur Wood, que ça m'a coupé le souffle. Toutes ces années de dérive et pas de poussière pour en témoigner. Vous ne pouvez pas laisser un carré une semaine sans qu'on puisse écrire un nom sur le dos des chaises. Et ça me travaillait. Mais ce qui me troublait encore plus, c'était ces bouteilles minces de forme bizarre plantées bien droites au milieu de la table, juste sous mon nez, et à moitié pleines d'un liquide brunâtre. Qu'est-ce qu'avait à faire une bouteille debout après avoir fait la moitié du tour du monde, ballotté par je ne sais quel coup de vent? C'était un objet élancé, instable. On n'en fait plus de ce genre de nos jours, et c'est bien dommage. Et qu'est-ce qu'avait à faire ce liquide à demeurer dans cette bouteille toutes ces années sans s'évaporer? Ça, comme dirait Clark, me secoua rudement, et il y avait de quoi.
C'était une chose sinistre à découvrir d'un seul coup, et dans une embarcation aussi fantomatique. Et ce n'était pas tout. À côté de la bouteille se trouvait un plat d'étain, brillant comme si on l'avait essuyé la veille d'un coup de torchon. Et sur ce plat, un morceau de biscuit de bord. Ce n'était comme rien de ce que j'avais jamais vu en matière de biscuits, mais sans doute possible. C'était bien un biscuit de marine. Ça aussi, ça m'assomma. Peut-être la bouteille était-elle fixée d'une façon ou d'une autre et le plat aussi. Mais qu'est-ce qu'il avait fixé, ce morceau de croûte dure et grasse, toutes ces centaines d'années, tandis que la carcasse dérivait au gré de je ne sais combien de houles. Je ne sais pas si Clark ou Brady y prêtèrent attention. Je suppose qu'ils cherchaient du regard l'amas de vêtements que l'Irlandais avait aperçu par le sabord. Et quand je les vis se pencher et allonger le cou, je cessai de grelotter et suivis leur sillage. Ils étaient 3. Chacun d'eux devait avoir la longueur d'un homme, mais 2 fois sa largeur. Quand Clark lâcha un glace pour la 4e fois, je suppose qu'il voyait juste. Croyez-moi, sous 80 degrés de latitude sud, on sait ce que geler veut dire. Ils étaient entassés près de la porte de la cabine et devaient porter 3 costumes chacun, les jambes prises dans des hauts de chaussures sans vrai fond, les hanches gonflées, et par-dessus de lourdes capes. La porte était fermée, et je voyais une barre épaisse en travers, les extrémités prises dans des encoches au-delà des montants, comme pour faire front à une violente poussée. Pour les ours et toutes ces vermines-là, je suppose que ces croix-là, c'est tout ce qu'il reste de l'équipage. Les autres avaient filé au royaume des cieux, avait dit Clark. Je pense qu'il avait raison, mais je ne répondis pas. J'essayais de déchiffrer la scène par moi-même, et la manière dont ils gisaient racontait déjà une histoire. Ils étaient tous les 3 tournés vers la porte, tous les 3 à plat ventre, bras tendus, doigts griffant le plancher. Cela signifiait qu'ils tentaient de se ruer vers l'ouverture quand quelque chose les avait fauchés. Fauchés d'un coup, et fauchés à coup sûr comme ça. Mais quoi? Quoi? C'est ce que je me demandais. Peut-être la réponse se trouvait-elle dans la main de l'un d'eux, où l'on distinguait ce qui ressemblait à un papier froissé, jaune et blanchi. Et sur le plancher, à 1 pied ou 2 de leurs grosses bottes, il y avait une masse de matière gris-bleu. Ce que vous voyez à l'heure actuelle, dans le cadre, était la plus grosse parcelle qui restait. Le reste avait été écrasé et en poudre. Ils n'avaient pas de couvre-chef, peut-être avaient-ils roulé au moment de leur chute. Leurs cheveux étaient plus longs que ceux qui se portent d'ordinaire, même pour un marin d'autrefois, mais leurs oreilles pointaient à travers ces mèches, et la forme de leurs mains et de leurs oreilles était aussi pleine et saine que si ces gaillards ne faisaient qu'un somme de chiens en attendant le coup de sifflet du bosco. Je le fis remarquer à Clark. Bosco. Je pense bien que Davy Jones a été le dernier bosco à les appeler au poste de combat. Écoute, Towson, tu vois cette poussière bleuâtre là, et ce que le type tient dans sa main? Je te parie $1 qu'ils ont ramassé quelque chose dans la glace et qui les a tués de peur, et que ce quelque chose était dans ce truc fracassé. Peut-être avait-il raison. À mon idée, la chose avait dû être une sorte d'étui creux contenant plus que ce poing serré encore. Une espèce de gaz peut-être, de liquide qui se change en gaz. Et pendant ce changement... Mais, bien sûr, là n'était que conjecture. En parlant de mise, je parie que moi je descends. Comme la porte était barrée, la claire-voie était la seule issue possible. Se penchant, il saisit la barre de fer de la main gauche, agrippa le bord de la claire-voie de la droite pour se hisser. Mais au moment où ses doigts se refermaient sur le bois, il se rejeta en arrière avec un cri. « Bon sang! Qu'est-ce que c'est que ça ?» Il resta là, hagard, la bouche grande ouverte, les commissures pendantes. On eût dit qu'il venait de voir un spectre. « Ben alors, tu n'as jamais vu un mort ? Ça ne peut pas te faire de mal, ces gens-là. Tu en as déjà vu, toi, des morts ? Eh bien, si tu me ressors tes moqueries, tu vas en revoir un autre, et plus vite que ce que tu me crois. Qui a parlé de mort, d'ailleurs ? Par Saint-Patrick. Ça avait tout le toucher d'un cadavre. Eh bien, dans ce cas, descends, non ? Pour toute réponse, Brady posa une main sur la barre comme à l'instant, et se pencha prudemment. L'autre main resta sur le bord extérieur de la claire-voie et je remarquai qu'il ne laissait pas dépasser le moindre bout de doigt par-dessus le rebord. Lentement, il descendit,
lentement encore, comme s'il allait boire jusqu'à ce que son visage soit au niveau de la barre et du bois. Puis au moment où il passait en dessous de la ligne, il bondit en arrière comme tout à l'heure. Pas de ces manigances, Clark. Des manigances? T'es devenu fou? Tu viens pas de me flanquer quelque chose de froid et de mouillé dans la figure? Tu te dérailles, pauvre vieux. Tu dérailles complètement. Où veux-tu que je trouve quelque chose de mouillé et de froid par ce temps-ci? Personne ne bougea le petit doigt. Puis Clark dit « Bon, laisse. Je vais descendre, moi. » S'asseyant sur le bord du bois, il saisit la barre, pivota, et s'apprêta à laisser passer ses jambes dans la claire-voie. Mais soudain, il se figea et je l'entendis halter. Parbleu! C'est curieux. C'est rudement curieux. « Qu'est-ce que tu as, Clark ?» demanda Brady en se moquant. « Pourquoi tu ne descends pas? Tu as peur des morts, peut-être. Des hommes comme eux ne peuvent rien contre toi. Que Dieu ait pitié de leur âme. » Il ne sembla pas l'entendre. Sinon pour dire « Je suis désolé de t'avoir parlé comme ça, Irish. » Et la façon dont il le dit, douce, troublée, signifiait plus que les mots. Ce n'était pas le genre de Clark de revenir sur ses paroles. C'était un New-Yorkais, souvenez-vous. Et ces gens-là ne lâchent pas facilement leur opinion, qu'elle soit juste ou non. Il se détourna de Brady pour s'adresser à moi. « Mets ta main sur le long de ma jambe, tu veux, et dis-moi ce qui m'attrape. » Alors je remarquai que ses pieds ne pendouillaient pas comme le feraient ceux d'un homme à demi suspendu. Ils étaient raides et crispés. Ce qui t'attrape? Qu'est-ce qui pourrait t'attraper? Tu me tires la jambe, ma parole. Non. Il y a quelque chose qui tire la mienne, ou du moins qui la retient. Tâte le long de ma jambe, comme je te le dis, et pour l'amour du ciel, dépêche-toi. Là-dessus, je tendis le bras, paume en bas, lentement, très lentement, comme Brady l'avait fait. Et pourtant, à Dieu ne plaise, je n'aurais pas pu dire pourquoi, il n'y avait rien à voir. Et comme lui, je bondis en arrière avec un cri. Là, juste au-dessous du rebord du cadre, là où il n'y avait rien, rien du tout sinon de l'acier clair et du soleil, il y avait une humidité, froide, spongieuse comme de la glace sèche, une sorte de gelée, mince et sèche qui s'enfonçait sous la main comme de la pâte. Ah, bon sang, pourquoi tu ne descends pas, lâche de Yankee? C'est les morts qui te font peur? Cela piqua Clark au vif. Curieux, n'est-ce pas? Appelez un homme chien et il sourit. Ou il se hérisse, un peu, peut-être. Mais appelez-le chien d'anglais et il vous étripe. Accoler Yankee et lâche était plus qu'il n'en pouvait supporter, et Dieu me garde de jamais revoir ce que je vis alors. Qui est lâche? Arrête de dépiter tes fadaises, l'Irlandais. Lâche toi-même et descends si tu l'oses. Tout le monde en bas. S'agrippant à la barre devant lui, il se laissa pendre, se lâcha, poussant une impulsion qui le fait pivoter légèrement. L'espace d'un souffle, il resta suspendu, comme sur du vide. Mais je pense qu'il n'avait pas complètement lâché la barre, qui lui donnait le monde entier pour retrouver prise. Il s'enfonça en gigotant, non pas droit comme le ferait un homme, mais comme un noyé, comme s'il coulait dans une poix froide qui le happait centimètre par centimètre. Que cette chose, quoi qu'elle fût, l'étreignait de près, je le sais, parce que je vis son pantalon se retrousser le long de sa jambe et la laisser nue, et que je sais qu'il regretta sa témérité, parce que l'une de ses mains jaillit pour attraper la barre. Elle remonta dans un geste désespéré, ses ongles raclant le fer sans parvenir à s'y accrocher, et l'autre se lança vers le rebord du bois sans plus de succès. Il se mit alors à sangloter, en hurlant à l'aide et en rejetant la tête en arrière. Nos regards se croisèrent au moment où il passait sous le niveau, bien que pour Brady et pour moi, cela se fût réduit à voir sa bouche ouverte disparaître au-dessous de la claire-voie. Mais passé en dessous, il l'était, car son cri s'interrompit net, dans un gargouillis étranglé, tandis que sa bouche continuait à bâiller et que sa mâchoire travaillait encore comme s'il mâchonnait quelque chose de mou. Jusque-là, nous étions restés plantés là, pris de panique, mais à son cri, nos sens nous revinrent, et nous nous précipitâmes, les bras tendus vers ses mains.
Lui avait été tardif, mais nous l'étions plus encore. Il avait glissé hors de portée, et tandis que nous regardions, nous le vîmes se coucher sur la table lentement, visqueusement, y tâtonner vaguement du pied. Pendant une minute, il resta vacillant, ses grosses bottes de mer ne faisant pas un son sur le bois, et ses bras battaient l'air par saccades, comme si quelque chose lui retenait les mains. Puis il chancela et roula de côté, s'écrasant le dos sur le plancher à 4 bons mètres de là, nous fixant toujours, œil pour œil, et nous aussi impuissants à l'aider, que s'il avait été 50 brasses sous l'eau. Des hommes noyés, j'en ai vu, autant que vous avez de doigts, mais jamais un comme celui-ci. Pourtant noyé, il l'était. Si je sais ce que ce noyer veut dire, que Dieu ait pitié de lui, quelle fin épouvantable. 3 grandes aspirations, il fit, des halètements à faire craquer sa poitrine, puis s'immobilisa, et tandis que la carcasse roulait au rythme de la houle, un faisceau de soleil entrait par le sabord et glissait d'avant en arrière sur son visage, sans que le moindre frémissement ne vienne en rompre la lumière. Brady se ressaisit le premier, après notre tentative manquée d'attraper les mains de Clark. Il était resté penché sur la claire-voie, secoué de sanglots muets, priant comme une mère au chevet d'un enfant. Puis enfin il se redressa, comme un chien qui sort de l'eau. Je vais descendre, Towson. Descendre. Descendre. Le malheureux, c'est la mort, tu vois bien. Puisque tu as des yeux. Ce n'est pas justement ça qui me fait descendre. À quelle distance est la table ? 2 mètres, plus ou moins. Et pour l'amour de Dieu, à quoi penses-tu ? Je pense que l'air est gelé. Pas par le froid, mais par quelque chose qui était dans ce qui s'est écrasé là sur le plancher. Je pense que la cabine était calfatée, aussi serrée qu'un canot de capitaine. Et quand ces pauvres diables ont brisé la chose, ils ont trouvé la mort instantanée. Car l'air a dû se solidifier en un clin d'œil. Tu vois bien comment ils ont foncé vers la porte et l'ont manqué. C'est ça mon opinion. Et je vais hacher l'air maintenant. Eh bien, monsieur, hacher, c'est ce qu'il a fait. Mais la bouteille se brisa et le biscuit se changea en poussière dès que l'air frais l'atteignit. Il en fut de même pour nos 3 pauvres diables. Tous sauf leurs os nus. Leurs vêtements bizarres s'effritèrent au toucher comme du papier brûlé, si bien que tout ce qui resta fut la matière que vous voyez, là, dans le cadre. Et voilà l'histoire. Et peut-être que l'Irlandais avait raison. On dit aujourd'hui qu'on sait changer l'air en eau, et pourquoi pas en solide, alors ? Après tout, on ne sait pas tout ce qui se passe hors de notre monde, malgré nos airs de suffisance. Il se passe un tas de choses puissantes, au-delà du 80e degré de latitude sud. Des choses dont nous ne savons absolument rien. Et par Dieu, monsieur, c'est la pure vérité. Yeah, maybe during the competition we don't, I guess? Okay. I think that makes sense. Yes, it does. Will we start the competition? Yeah, okay. So... I think she's yeah, I guess thinking. we're ready to just start, right? Just double checking if there's anything else we have to prepare. I think we should be good. Yeah. Can I send my goose to attack you later? It's just that my goose has this build up energy to attack people, and he hasn't attacked anyone in a while. Who? What? It's a stress relief for geese. I mean, if you knew What is geese, stress you would know. relief?
Yeah, geese get really stressed, and they relieve that stress by attacking innocent people. And I have a geese, and I'm asking if I can let my in game. Oh, okay. Yeah, you can. Yeah, you can let them out. Okay. Also, you guys, this game is free to play. It's not pay to win. The store is fully cosmetic. You can get stuff in your store, the store like the geese, and a donkey and stuff like that. Not pay to win, and the game has some cool stuff, and the game looks very pretty and is updated quite often. True. And the game is very frequently updated, as we talked about before. And all the updates, they're pretty big too. Big updates. Okay. I can't wait to let my goose attack you. What's that? Well, sorry, I was thinking out loud. Okay, that's okay. Okay, so I guess we just get started then. Okay, so wait, So what's the first we thing can you're get gonna do? started, chat. If we lose, what do we have to do? Oh, we still need to decide that. Okay. Yeah, help. Any suggestions? Okay, I can dress as a fish for the rest of